Le 22 septembre 1997, vers 2h30 du matin, un inconnu s'approche discrètement de la place de la République, à Nogent-sur-Oise. Il se dirige vers le Sulky, un bar PMU aux lumières éteintes. Il se hisse le long du mur et pénètre au premier étage dans l'appartement des propriétaires, Jacqueline et Gérard Ponthieu. Dans la chambre du couple, il s'empare de la recette, puis réclame à Jacqueline la caisse du PMU, dissimulée dans une réserve au rez-de-chaussée. Mais avant le retour de Jacqueline, il s'enfuit, après avoir frappé à mort le cafetier allongé sur son lit. Les secours sont appelés à 2h40. Gérard Ponthieu avait 49 ans. Le jour de ses obsèques, 200 personnes manifestent contre l'insécurité. La petite délinquance, les commerçants y ont tous été confrontés un jour ou l'autre. Alors, dans un dernier geste d'amitié, ils ont tenu à accompagner leurs confrères jusqu'à l'église. Près de 300 personnes ont participé à cette marche silencieuse à travers Nogent-sur-Oise. Beaucoup de fleurs et peu de mots en hommage au patron du Sulky. Au même moment, les policiers commencent pourtant à douter de la version de Jacqueline Carrère-Ponthieu. L'expertise toxicologique leur a révélé qu'avant de mourir, Gérard Ponthieu avait été drogué au GHB, la drogue du violeur, nommée scientifiquement gamma-OH. Madame Ponthieu est entendue comme témoin après la mort de son mari. Elle explique comment les choses se sont déroulées, les souvenirs qu'elle en a gardés, et chacun s'en satisfait. Personne n'imagine et ne pense à ce moment qu'elle puisse être liée de près ou de loin à la mort de son mari. Et puis tombe cette expertise, et c'est sur le fondement exclusif d'une expertise qui vient prétendre qu'il y a du GHB dans le corps de son mari, et qu'elle est la seule à avoir pu lui faire ingurgiter, qu'elle va être mise en examen et incarcérée. Elle va rester en prison 2 ans. En détention, Jacqueline Carrère clame son innocence. Elle n'est d'ailleurs pas poursuivie pour avoir tué son mari, mais pour complicité d'assassinat. La justice l'accusant d'avoir drogué Gérard Ponthieu pour faciliter le crime commis par un complice jamais identifié. Le premier procès s'ouvre devant la cour d'assises de l'Oise en décembre 2005 par un nouveau rebondissement. L'expert qui vient déposer sur la question du gamma-OH explique que l'état de la science a évolué depuis les constatations qu'il avait faites en 1997, on est donc 8 ans après, et que le taux de gamma-OH qui a été trouvé dans l'organisme de la victime est en fait un taux qui n'est pas significatif d'une prise exogène du produit, mais que ce produit a pu être sécrété par le corps dans le cadre du dispositif qui devait aboutir à son décès. Et donc, on a cette chose extraordinaire que ce qui constituait l'élément qui allait expliquer la complicité du crime par fourniture de moyens est en fait une conséquence normale du décès selon les constatations faites par cet expert sur la base de travaux internationaux, etc. La présidente de la cour de Beauvais décide alors de renvoyer le procès dans l'attente d'une contre-expertise. L'audience reprend en décembre 2005 avec un nouveau coup de théâtre. Si le GHB est encore écarté, les médecins légistes situent l'heure de la mort bien avant l'appel au secours. L'accusation reproche alors à Jacqueline Carrère d'avoir tué directement son époux, et le 8 décembre 2005, elle est condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. 3 ans plus tard, remise en liberté, elle prépare le procès en appel avec son avocat, Maître Hubert Delarue. Bon, Madame Ponthieu, ça va? Oui. Déjà, ça va? Bon, ça pourra aller mieux? Oui. Bon, vous vous sentez prête? Oui. Bon, vous savez qu'on a fait un travail considérable sur les expertises, puisque votre procès, c'est aussi, quelque part, au-delà de vous, c'est aussi le procès de l'expertise. C'est le procès de, non pas de l'expertise dans sa globalité, dans sa généralité, mais c'est le procès de l'expertise dans sa certitude. Et dans cette idée que les experts sont comme des oracles
et que ce qu'ils disent n'est pas susceptible d'être discuté par les profanes que nous sommes. Hein? Bon, 11 ans de procédure, Madame Pontieux. 11 ans de procédure, 11 ans d'accusation. Et 10 jours pour vous faire entendre. Oui. Bien sûr que je vais tout faire, tout ce qui m'est possible de faire. Leur crier s'il faut que je suis innocente. Leur crier que je n'ai pas drogué Gérard, que je ne l'ai pas tué, que je... Crier mon innocence, voilà ce que je compte faire, c'est tout. Je ne sais pas si je serai entendu. Je sais pas. Le procès en appel s'ouvre le 19 juin 2008 devant la cour d'assises de la Somme, à Amiens. L'appel interjeté par Jacqueline Carrère a renvoyé le dossier à son état initial. La veuve de Gérard Pontieux est donc de nouveau poursuivie pour complicité d'assassinat et encourt à ce titre la réclusion criminelle à perpétuité. Les membres de la famille Pontieux assistent à toutes les audiences. Ils sont convaincus de la culpabilité de Jacqueline Pontieux et se sont constitués partie civile, à l'image du fils de la victime, Benoît, né d'un premier mariage, et d'un frère de Gérard, Claude Pontieux. Ils sont assistés de maître Bruno Seccarelli et de maître Benoît Varin. Face à eux, Jacqueline Carrère est défendue par l'avocat pénaliste Hubert Delarue. Le ministère public est représenté par l'avocat général Franck Watzel-Deligne. Les débats seront dirigés par le président Samuel Grévin. La Cour va d'abord entendre la version des faits de l'accusé. En ce dimanche soir, 6 personnes sont présentes au Sulky. Au premier étage, Gérard et Jacqueline. Au second, un très jeune barman, Gilbert Bassan, le fils de Jacqueline, Julien, 12 ans, et 2 de ses copains. Dans un premier temps, on boit l'apéritif. Ensuite, les enfants reviennent. Ils viennent passer un petit moment avec nous. Ils nous disent bonsoir. Ils vont se coucher. Ensuite, nous, on mange. On regarde un peu la télé. Puis on va se coucher. Il faut alors imaginer un mystérieux cambrioleur, surgissant de la nuit, escaladant le mur, sans doute grâce à cette gouttière, passant sur la terrasse et s'introduisant dans la cuisine de l'appartement par la porte-fenêtre laissée ouverte. De là, dans l'obscurité, il traverserait le salon pour gagner la chambre du couple. Je me réveille en sursaut. Et à ce moment-là, je vois quelqu'un qui rentre qui est dans la chambre. Je donne un grand coup à Gérard parce que lui, il dort. Et je lui dis qu'il y a quelqu'un. Il s'assied dans le lit. Et à ce moment-là, il nous demande l'argent vite. Je descends du lit, je fais le tour du lit, je passe derrière lui. Les sacs d'argent étaient dans la commode du côté à Gérard. À ses pieds, je ne l'avais pas vu avant. Il y a un sac par terre, posé par terre, qui ne nous appartient pas. Je mets l'argent dans le sac. Il nous demande la boîte du PMU. Alors je dis j'y vais. Je descends, je retire l'alarme. L'alarme se déclenche. Je retape le code. Je prends la boîte du PMU. Et quand je remonte avec la boîte du PMU, je vois quelqu'un qui part dans la cuisine. Je jette la boîte, je la lâche, je sais pas. Je vais dans la chambre et c'est là que je vois Gérard.
de sang partout, partout. Depuis 11 ans, Jacqueline Carrère maintient cette version contre vents et marées. Pourtant, son récit soulève de nombreuses questions. Elle dit n'avoir jamais vu le visage de l'intrus, pas plus qu'elle n'a vu d'armes en sa possession. Pourquoi Gérard Ponthieu est-il resté passif, alors qu'il avait prouvé dans le passé qu'il était parfaitement capable d'expulser manu militari un client éméché? On ne comprenait pas comment ce monsieur, qui était dans la force de l'âge, 49 ans, qui faisait ses 100 km de vélo tous les samedis, qui était un ancien champion cycliste, qui s'occupait d'une équipe de football, comment ce monsieur n'avait pas réagi raisonnablement à la présence d'un individu se trouvant au pied de son lit et lui demandant la recette. Les enquêteurs de la police judiciaire de Creil ont été confrontés à une autre difficulté. Voilà un cambrioleur, hors toute logique, qui tue sans être menacé et avant même d'avoir réuni son butin, et qui tue d'une manière très particulière, en portant 3 coups très violents au niveau du visage de sa victime, avec un instrument tranchant mais non pointu. L'autopsie révèle encore que si Gérard Ponthieu a tenté de se protéger le visage avec ses mains, il n'a pas tenté de geste offensif contre son meurtrier. Mettons qu'il soit assommé par l'alcool ou qu'il soit assommé par le médicament, c'est possible qu'il ait une réaction un peu lente, qu'il n'ait pas cherché à se défendre, à utiliser ses pieds ou se sortir. Il n'y a pas eu de combat de ce genre, d'ailleurs, parce que le livre n'a même pas d'effet. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Il pourrait s'agir d'une gouge à bois ou d'un tournevis, mais doté d'ergot à son extrémité. Je cherchais un tournevis qui avait, je vais vous montrer, cette configuration. Voilà le tournevis que je cherchais. Il devait avoir 2 pointes comme ceci, donc il est plat, comme ça, rectangulaire, il a 2 pointes, soit rapprochées, soit espacées. Et je n'ai pas trouvé ce matériel, je n'ai pu trouver celui-ci, que je suppose un outil du même genre, mais qui ne correspond pas à celui-là. Rapidement, policiers et juges d'instruction se persuadent que la version de Jacqueline Carrère ne tient pas debout. Pour autant, ils ne comprennent pas ce qu'elle s'efforce de cacher. Est-ce que c'est une histoire impossible? Moi, je dis qu'elle est parfaitement plausible, qu'elle est tout à fait possible, et que rien ne permet, en l'état des investigations qui ont été faites, ou plutôt qui n'ont pas été faites, d'affirmer et de considérer que le scénario, l'histoire qu'a raconté de manière récurrente, constante, Madame Ponthieu depuis 1997 ne correspond pas à la vérité. Paradoxalement d'ailleurs, l'enquête semble prouver que l'accusée n'a pas pu tuer son mari. À l'arrivée des secours, elle porte en effet la même chemise de nuit que la veille au soir. Or, le vêtement ne présente aucune des traces de sang qui ont nécessairement éclaboussé le meurtrier. Le mystère reste donc entier. Les jurés ont conscience de se trouver confrontés à une affaire criminelle hors norme. Pas d'aveu, pas de témoins, pas de preuves directes, mais un assassin sans visage et sans arme apparente que personne n'a vu, hormis l'accusé. Au cours de cette journée d'audience, le ministère public va s'efforcer d'établir que Jacqueline Carrère-Ponthieu avait un mobile pour souhaiter la disparition de son mari. Un mobile que les parties civiles disent connaître depuis longtemps. Il s'agit tout simplement de l'appât du gain. Les psychiatres estiment que l'accusé montre un rapport à l'argent problématique, que de nombreux épisodes de sa vie démontrent amplement. Jacqueline Carrère reconnaît volontiers ses torts, mais soutient que son mariage avec Gérard l'avait amené à changer radicalement de comportement. Jacqueline Carrère et Gérard Ponthieu se sont mariés en octobre 91. Ils s'étaient connus en 86 à Paris, lorsque Gérard tenait cette librairie dans une rue commerçante du 17e arrondissement. Jacqueline habitait alors la rue voisine avec son deuxième mari, le père de Julien. Les 2 époux menaient une vie très libre et le divorce se fera à l'amiable. En 98, le couple acquiert un bar au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. L'établissement est situé au cœur de la cité des Tilleuls, une cité classée sensible. Jacqueline supporte mal le climat de violence, plus ou moins larvé, et quitte Gérard à 3 reprises, dont l'une en emportant la recette du café.
En 91, le couple décide de quitter la Seine-Saint-Denis. En octobre, Gérard rachète un bar PMU de Nogent-sur-Oise, le Sulky, un établissement beaucoup plus tranquille, le long d'une place plutôt calme. L'affaire s'avère dès le début très rentable, d'autant que le couple soustrait systématiquement plus de la moitié des recettes aux organismes administratifs. Pour juger de leur rapport à l'argent, la Cour va entendre les ex-maris et ex-épouses de l'un et de l'autre. Il était hargneux, ça c'est sûr. Dans les affaires, c'était quelqu'un de combattant qui voulait y arriver. En 10 ans de commerce, nous avons construit, nous avons acheté un appartement à Clichy et une résidence secondaire à Villers-sur-Mer. Donc, ça veut dire que ça marchait bien. Pour les Pontieux, c'est cet argent et le statut social qui va avec qui intéressait Jacqueline. C'est effectivement le sentiment qu'avaient mes clients à travers notamment l'aspect financier des relations qu'il pouvait y avoir entre eux. La gestion des affaires semblait être complètement monopolisée par Jacqueline Carrère. Et ils ont eu effectivement le sentiment que l'argent avait beaucoup d'importance pour Jacqueline Carrère. Jacqueline Carrère a été mariée 3 fois. Elle a connu Jean-François Albaret, son deuxième mari, en 1976, dans un café où elle était serveuse. Le mobile de l'argent, je pense pas. Non, je pense pas. Bah, elle m'aurait tué aussi, alors. Je sais pas, non, je pense pas. Je peux pas dire, hein, je peux pas me mettre à la place du jury, hein, mais je pense pas. Le bilan de l'analyse financière est mitigé. Certes, le régime matrimonial du couple faisait de Jacqueline l'héritière d'une partie des biens de Gérard et la bénéficiaire de 3 assurances-vie. Certes aussi, le comptable du Sulky soupçonnait Jacqueline de puiser dans la caisse. Mais la défense rétorque que l'accusé n'avait pas besoin de tuer Gérard Pontieux pour bénéficier de son argent. Il y a une thèse au dossier et il y a des pistes plutôt qui n'ont évidemment malheureusement pas été explorées dès lors que le GHB a triomphé dans l'esprit du juge d'instruction de dire elle a empoisonné son mari, en conséquence de quoi il n'y a plus besoin de chercher. Ce qui est d'ailleurs un petit peu étonnant, parce qu'au fond à l'époque elle était poursuivie pour complicité d'assassinat. Moi je me suis toujours interrogé du fait qu'on ne recherchait pas l'assassin, puisqu'on expliquait qu'elle n'avait pas pu tuer le mari. Donc, c'était bien que quelqu'un d'autre l'avait fait. Mais en réalité, on va concentrer le tir sur Madame Pontieux-Carrère et on va totalement se désintéresser de celui ou de ceux qui l'ont tué. Les enquêteurs ont pourtant suivi au moins une autre piste, qui ne mettait d'ailleurs pas hors de cause Jacqueline Carrère, puisqu'il pouvait s'agir d'un éventuel complice. Cette piste découlait du témoignage d'un vigile présent cette nuit-là sur le chantier d'un collège à une centaine de mètres du Sulky. Un peu avant 2h40 du matin, j'ai entendu une alarme de voiture qui s'est mise à se déclencher. Et peu de temps après, j'ai mon chien, il s'est lancé sur la barrière, vous savez, là, donc, du site où j'étais en train de surveiller, donc le collège Berthelot. Mais il ne s'est pas arrêté du tout d'aboyer, il a justement accéléré. Et, une attention, enfin, quelque chose qui a attiré mon attention, j'ai vu quelque chose bouger sur un lampadaire. Et c'était une personne de couleur black. Il m'a regardé, moi j'ai regardé, et il ne bougeait pas du tout, mais il me fixait. Il avait à la main une petite, comme une petite sacoche, une petite serviette. Alors j'ai observé, puis après il est reparti vers le bois, vous savez que le dos courbé, tout doucement, tout doucement, tout doucement. La coïncidence apparaît troublante. L'homme venait de la direction du Sulky à l'heure exacte de l'appel au secours. Les policiers l'ont donc longuement recherché, en multipliant les contrôles, notamment dans une cité réputée difficile de Nogent. Mais l'imprécision du signalement n'a pas permis d'identification et l'on ne saura jamais si l'homme a joué un rôle ou pas dans le drame du Sulky. À l'issue de la journée, les jurés s'interrogent sur l'accusé, cette femme énigmatique qui répond posément à toutes les questions, mais que l'on sent bouillir intérieurement. Est-elle une innocente malchanceuse ou une coupable machiavélique ? Faute de certitude policière, la Cour va se tourner vers les experts, toxicologues, médecins légistes, gastro-entérologues.
À charge pour eux de tenter d'éclairer les circonstances de la mort de Gérard Ponthieu. Les avocats qui préparent leurs questionnements et fourbissent leurs arguments savent que ce sera le tournant du procès. Ce sont ces experts qui tiennent ce matin, dans les feuillets de leur rapport, le destin judiciaire de Jacqueline Carrère-Ponthieu. La partie civile en attend une confirmation de culpabilité. Les rares proches de Jacqueline en espèrent une preuve d'innocence. À court. Le premier expert est un médecin hospitalier, toxicologue réputé. Il doit se prononcer sur le GHB. Vous n'auriez pas trouvé un seul médecin en France qui avait vu du GHB utilisé à cette époque-là, et même encore maintenant, on n'arrive toujours pas à en trouver, hein. C'est quasiment impossible. Utiliser un anesthésique général, oui, pour commettre un cambriolage, c'est tout à fait possible, pourquoi pas, mais vous ne pouvez pas utiliser du GHB de la manière dont ça a été décrit à l'époque dans la grande presse, et dont certains continuent encore à faire leur quotidien. La piste de la drogue du violeur est donc enterrée, et avec elle les poursuites pour complicité d'assassinat. Reste la piste de l'homicide. Tout repose maintenant sur l'heure de la mort. La vraie discussion qui va se mettre en place, c'est sur le bol alimentaire. Maintenant, voilà, et c'est le fait de savoir s'il va accepter de bouger ses lignes ou pas. Bon, maintenant, on a des arguments qui permettent de relativiser ces affirmations. Que ce soit sur le problème de l'alcool, que ce soit sur le problème des aliments proprement dit. Si on considère que c'est elle l'auteur, compte tenu du laps de temps pendant lequel sur lequel elle ne s'explique pas, entre les constatations médicales et l'heure de la mort telle qu'elle l'indique, elle a tout à fait le temps de pouvoir faire disparaître tout ce qu'elle veut. Et comme au départ de l'enquête, elle n'est pas a priori le suspect principal, ça lui laisse encore plus de latitude. On a ainsi appris qu'elle s'était déplacée dans la maison à peu près comme elle le souhaitait. Si elle est la complice d'une personne à qui elle a fait appel, elle bénéficie aussi de ce laps de temps pour pouvoir laisser les choses comme elle souhaite que les enquêteurs les trouvent. Les repères horaires incontestables de la nuit du drame sont peu nombreux mais assez précis. Le couple Ponthieu prend l'apéritif vers 19h, dîne vers 20h30 et se couche vers 22h. Les pompiers reçoivent l'appel de Gilbert Bassan, le barman, à 2h40. Bien, nous disposons du contenu gastrique qui, en sachant que le repas était terminé, le dîner était terminé vers 21h, et donc ce contenu gastrique était encore à un stade assez initial de digestion, ce qui, compte tenu de l'imprécision de la méthode, donnerait à peu près un repas qui remonterait... Enfin, la mort est survenue 2 à 3 heures, 4 heures maximum, compte tenu de certaines circonstances qui peuvent ralentir chez certains individus la digestion, 4 heures maximum. Mais tout ça, c'est de l'approximation et ça n'a pas une précision chronométrique du tout. Dans tous les cas, 3 heures du matin me paraît être une heure trop tardive. Manifestement, 9h et minuit, ça fait déjà 3 heures, plus 3 heures encore, 6 heures, sinon ça ne paraît pas raisonnable de dire que le crime a eu lieu à cette heure-là. Voilà, le docteur Vorauer, médecin légiste, est tout aussi affirmatif quant à l'heure du décès. De toute façon, si on ne m'avait pas donné d'heure, etc., je n'aurais pas fait ce type de constatation. J'aurais simplement dit que ça a été prise, que la mort est survenue après une prise proche alimentaire. C'est tout ce que j'aurais pu dire. Mais là, on a des heures. Donc on a des fourchettes, hein, c'est sûr. Si c'était agi d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, d'un quart d'heure, on n'aurait pas pu vraiment conclure. Mais là, on a quand même 2 paramètres qui ne collent pas. Voilà. Tout le reste, c'est de la littérature. L'examen du bol alimentaire donne à penser que la mort est intervenue aux alentours de minuit, grosso modo. L'examen de la dégradation alcoolique, enfin de la dégradation du degré d'alcool dans le sang,
permet de pousser cette heure peut-être jusqu'à 1h30 du matin. Or, les faits se sont passés à 2h40. Il y a donc plus d'une heure, et encore dans l'hypothèse la plus large de l'expertise, il y a plus d'une heure qui s'est passée entre le moment où on a appelé le SAMU et le moment du décès. Le coup de théâtre vient du docteur Jean-François Grégoire, qui était à l'époque médecin des urgences. Rescapé lui-même d'un AVC, il affirme à la barque à son arrivée, à 2h48, la victime était mourante ou venait juste de décéder. Son témoignage est corroboré par celui d'un pompier, qui se souvient d'un râle agonique, un gasp en langage médical, et par celui de Gilbert Bassan, le barman. Je descends, je vais voir Gérard. Donc je le vois dans l'état dans lequel il était, et je vais poser mon oreille sur lui, du moins je lui parle. Je vois qu'il n'a pas de réaction, donc je pose mon oreille, j'entends que son cœur bat. Et en fait, c'est là où j'ai entendu Jacqueline après appeler, moi crier. Je ne pourrais même plus vous dire ce qu'elle a crié. L'audience est immédiatement suspendue par le président Grévin. La Cour se retrouve face à une contradiction insurmontable. La victime, donnée pour morte par les experts à 1h du matin, vivait encore peu avant l'arrivée des secours à 2h40. C'est effectivement les pompiers qui viennent semer le doute sur les dépositions des rapports d'expertise, puisque eux soutiennent que la victime est en train d'expirer au moment où ils arrivent, où son décès remonte à quelques minutes, ce qui est tout à fait à l'opposé de ce que concluent les experts. Ils viennent vous dire, et l'un et l'autre, quelques instants avant que nous n'arrivions et que nous nous mettions au chevet de cet homme, le cœur de cet homme battait. Alors que d'autres experts sur un bol alimentaire sont venus vous expliquer qu'il était sans doute, peut-être, mort à minuit et demi, 11h30, minuit et demi, 1h du matin. Vous avez d'un côté des constatations de médecins urgentistes qui vous disent le cœur bat, et je suis désolé, si le cœur bat, à 2h40 du matin, c'est que M. Pontieux n'a pas pu mourir à 23h30, à 24h ou à 1h du matin, ça n'est pas possible. Les conciliabules se multiplient dans les couloirs et dans le bureau du président. Seule la défense se réjouit de ce rebondissement. La conviction qui est la nôtre depuis toujours, et que vous n'avez rien à voir dans cette affaire, et que vous êtes l'objet d'une persécution judiciaire absolument sans précédent. Dès lors, avec votre accord, la défense va s'en rapporter à la justice, c'est-à-dire à la décision de la Cour, faisant valoir qu'il y a à la fois des arguments pour ne pas renvoyer cette affaire, et qu'on peut considérer qu'il y en a également pour le faire. Donc c'est à la Cour d'en décider, sachant que de mon point de vue, la décision est déjà prise. Voilà. Moi je m'en remets à ce que vous serez donc rejugé d'ici un an à peu près, un an et demi, dans l'attente de ces nouvelles expertises qui nous seront notifiées, et évidemment, nous aussi, de tout ce qu'on va demander, de toutes les demandes d'actes complémentaires dont on va l'abreuver au regard de la manière dont s'est déroulé ce procès. Voilà. Donc le combat continue, la longue marche n'est toujours pas terminée. Voilà. Il va vous falloir encore beaucoup de courage. Finalement, une solution consensuelle est trouvée. L'avocat général va demander à la Cour un nouveau report d'audience. C'était un élément important nouveau. Il était difficile de faire les vérifications nécessaires et de désigner de nouveaux experts, notamment pour essayer de déterminer si c'était une réelle contradiction ou simplement une contradiction apparente dans le temps de l'audience. Donc malheureusement, car c'est, je pense, extrêmement pénible pour la famille de la victime, pour la famille de Gérard Pontieux, mais je ne voyais pas comment l'on pouvait faire autrement que de demander en tout cas ce supplément d'information, qu'il soit ordonné par la Cour. La déroute du GHB à Beauvais avait contraint l'accusation à faire machine arrière sur la thèse de l'assassinat. Les doutes d'Amiens sur l'heure du décès fragilisent cette fois la piste du simple meurtre. Mais rien n'est encore joué. Fait sans doute unique dans les annales judiciaires, Jacqueline Carrère va comparaître une 4e fois devant une cour d'assises. Ce nouveau et ultime procès s'ouvre à Amiens le 22 mars 2010, soit près de 13 ans après les faits.
S'agissant d'une nouvelle audience, avec un nouveau jury populaire, tout est à refaire. Jacqueline Carrère semble encore plus nerveuse qu'en 2008. Elle a arrêté de fumer et pris quelques kilos. Elle a aussi et surtout choisi un nouvel avocat en renfort de sa défense. Maître Franck Berton, l'un des ténors du barreau. Écoutez, moi je suis dans cette affaire parce que Madame Ponthieu et Hubert Delarue m'y ont gentiment invité, et puis parce que cette affaire est bouleversante. D'abord parce que ça fait 13 ans que cette femme mène un combat pour son innocence. Ensuite, parce que de rebondissement en rebondissement, on s'aperçoit que son innocence maintenant est à portée de main d'une démonstration évidente à raison des compléments d'information et de tout le travail qui a été mené. Mais vous savez, reste à emporter l'intime conviction des jurés. Donc on a une semaine pour le faire. Et on espère de tout cœur avec Hubert Delarue que cette intime conviction l'emportera. Les proches de Gérard Ponthieu ont refait le déplacement d'Amiens. Les rebondissements successifs n'ont pas entamé leur conviction de la culpabilité de Jacqueline Carrère. Leurs intérêts seront toujours défendus par Maître Ceccarelli et Varin. Seul le représentant du ministère public a changé. L'accusation sera cette fois portée par l'avocat général Jean-Philippe Rivaud. Il a décidé d'attendre le déroulement de l'audience pour se forger une conviction. Les experts sont eux aussi de retour, rejoints par le professeur Jardet, chargé de concilier le rapport du docteur Varroer et les témoignages des urgentistes. La Cour. J'ai effectivement bien fait la distinction entre les signes négatifs de vie et les signes positifs de mort. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'agonie. Cette agonie peut aller jusqu'à 3 quarts d'heure. J'ai éliminé dans les délais, parce qu'il y a des délais d'apparition de ce qu'on a de termes très techniques. Un cadavre devient rigide en 3 heures. Il apparaît des lividités. Il apparaît un refroidissement. Et donc, au maximum, puisque la levée de corps a été à 5h10, et que les délais sont à peu près 3 heures, la mort ne pouvait pas être avant 2 heures. Et donc, toute ma démonstration a été de montrer qu'elle se situait, bien évidemment, vers les 2h30, que c'était compatible. Je n'ai pas dit que c'était l'heure exacte, mais j'ai dit que la découverte du cadavre à 2h40 était compatible avec tous les éléments que j'avais. C'est un nouveau coup dur pour les parties civiles. Le rapport du professeur Jardet équivaut à donner raison aux urgentistes en ménageant ses confrères experts. Il conforte par là même la défense de l'accusée, en ne lui laissant plus le temps, si elle était coupable, de faire disparaître les traces. Cette audience, comme ça avait déjà été plus ou moins abordé dans la précédente, vient dire on a un consensus, et les experts se sont réunis à cette barre pour venir dire on a un consensus finalement maintenant pour dire que le bol alimentaire, ça tient plus la route, et que l'heure de la mort est probablement entre 2h40 et 3h30. Et on s'aperçoit que tout ce que Jacqueline Ponthieu a dit est vrai et correspond à la vérité. Je m'attendais bien à ce que les experts présentent à la Cour une unanimité. Je pense simplement que le docteur Varroer est peut-être allé un petit peu vite. Sinon, comment comprendre qu'il explique son rapport pendant 1h30 à la Cour et qu'en 2 minutes, il revienne dessus simplement pour se rallier à la thèse du professeur Jardet? J'en tire comme conclusion que la variabilité est une variable de l'expert et qu'on va jouer avec cette variable. Après les experts, ce sont les policiers qui déposent une nouvelle fois, essuyant les lourdes critiques de la défense qui dénonce une enquête bâclée. Bon, maître, à demain matin. 8h30 chez vous. Au revoir, maître Berton. Rendez-vous compte qu'on entend à l'instant qu'on découvre des tuiles cassées, fraîchement, on ne les saisit pas. On trouve une pince à couper le grillage, on ne la saisit pas. On trouve ce qui aurait peut-être pu être l'arme du crime et qui est en photo et on ne le saisit pas. On trouve des débris également qui auraient pu, de diverses natures, qui auraient pu être expertisés. On ne l'a pas fait.
Si vous voulez, quand vous avez un local dans lequel un crime s'est commis, dans lequel on apprend qu'un certain nombre de personnes sont passées, qui n'ont été mis sous scellé que le lendemain dans l'après-midi, ce qui veut dire que pendant un temps très long, pendant plusieurs heures, les lieux étaient de libre accès. Quand on apprend que les perquisitions ont été faites pour rechercher des choses précises et pas d'autres choses, et que donc elles n'ont pas été systématiquement approfondies, on peut laisser la part à de grandes incertitudes, effectivement, par rapport à la façon dont les enquêtes policières ont été menées. La journée était favorable à la défense de Jacqueline Carrère. Si elle n'a ni drogué, ni tué directement son mari, de quoi est-elle coupable, se demandent les jurés, sans pouvoir pourtant se départir de l'impression têtue que l'accusé ne dit pas toute la vérité. Pour Jacqueline Carrère s'ouvre ce matin une nouvelle journée difficile, la plus risquée sans doute. La cour et le jury vont examiner sa personnalité à travers son parcours de vie. Jacqueline Carrère a aujourd'hui 60 ans, elle en avait 47 à l'époque des faits. Si sa prime jeunesse évoque Zola, sa vie de femme ressemble un peu à celle d'une veuve noire. Cette araignée qui guette inlassablement sa proie avec son lot de mensonges, de trahison et d'abandon. 3 experts psychiatres se sont succédés pour tenter de la percer à jour. Ils la décrivent comme intelligente, méfiante, séductrice, instable, égocentrique et utilitaire. Tous se montrent très prudents sur son fonctionnement psychique, évoquant un personnage à facettes multiples. Ils rejoignent quelque part le sentiment des proches de Gérard Ponthieu, persuadés qu'elle a manipulé Gérard pour l'isoler affectivement et mieux le dominer. Le passé de cette femme amorale est devenu aujourd'hui son pire ennemi. En cas de doute sur sa culpabilité, il ne jouera certainement pas en sa faveur. Jacqueline Carrère est née en 1950 à Aire-sur-Adour, de parents qu'elle ne connaîtra jamais. C'est une femme qui a vraiment eu ce qu'on peut appeler des carences affectives. Père inconnu, la mère décède, elle n'a pas 2 ans, elle est confiée à un beau-père qui la reconnaît, mais qui s'avère, dès son adolescence, être un père incestueux, qui la prostitue, des placements multiples, des départs, des retours. Enfin, voilà, c'est vrai, on voit bien qu'elle se construit dans un univers absolument chaotique où finalement, il n'y a aucun adulte qui joue un rôle un peu de référence, d'identification. À 18 ans, elle épouse Robert Fernandez. Elle aura 2 filles en 70 et 72, avant de disparaître en 73. Elle m'a dérobé de l'argent, elle a fait des chèques sans provision, elle a emprunté de l'argent, elle a volé de l'argent à mes parents, donc on a divorcé pour ça. Voilà. Et ça fait combien de temps tout ça? Eh bien, ça remonte en 73, donc vous faites le calcul. Les 2 filles de Robert Fernandez témoignent en vidéoconférence. Pour elle, Jacqueline Carrère est une inconnue. Bien sûr que j'ai commis des erreurs. Des erreurs qui sont lourdes à porter. J'étais mariée en Dordogne. J'ai eu 2 filles, Nathalie et Christine. J'ai divorcé d'avec leur père. Et je ne me suis jamais occupée de ces enfants. Jamais, jamais. Je n'ai jamais donné signe de vie. Mais encore une fois, oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je le reconnais. On n'analyse pas les comportements qui ont été les siens, notamment à l'égard de ses enfants, en tenant compte de sa propre vie, de sa propre histoire. Si l'on met en parallèle ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a fait vivre aux autres, je pense qu'on la comprend beaucoup mieux et qu'aujourd'hui, elle est dans la reconnaissance du mal qu'elle a fait aux autres et c'est assez rare, de mon point de vue, de le voir dit comme elle le dit depuis ce matin à la cour d'assises. Jacqueline Carrère sera ensuite mariée avec Jean-François Albaret durant une dizaine d'années. Elle donne naissance en 84 à Julien, le seul véritable amour de sa vie, qu'elle emmènera avec elle chez Gérard Ponthieu à partir de 86. Elle affirme qu'avec son dernier mari, elle avait changé.
et qu'ils filaient tous les deux le parfait amour. Les proches de Gérard ne croient pas une seconde à ce beau roman photo. 3 fois au Blanc-Ménil, elle est partie, de quitter le milieu familial, qui était le sien avec Gérard, dont une fois importante, où elle avait pris un rendez-vous médical pour Gérard sur Paris. Et quand Gérard s'est présenté à ce rendez-vous, malheureusement, il n'y avait pas de rendez-vous. Et quand il est rentré, Madame Carrère n'était plus là. Donc elle est partie avec certains éléments matériels, mais aussi financiers. Elle décrit elle-même des ruptures qu'elle a organisées. C'est un moment où elle est partie de façon quasi impulsive, parfois pour retrouver son précédent mari, mais là je crois encore que c'était les aspects sentimentaux qui primaient, même si elle s'arrangeait pour partir avec une certaine somme d'argent. Elle a toujours dit je partais, mais dès que Gérard revenait, me rappelait, je revenais aussitôt, quoi. Voilà, c'est des épisodes qui ont duré 3-4 jours, une semaine au plus. Il avait surtout une grosse qualité. C'est qu'il aimait mon fils comme si c'était son fils, sinon bien. Et moi, c'était... le principal pour moi, c'était que Julien soit bien. Quelques mois avant le drame, sous l'insistance de Jacqueline, Gérard Ponthieu, qui avait rompu toute relation avec son propre fils Benoît, avait apparemment accepté d'adopter Julien. Les démarches devant notaire avaient débuté, mais s'était interrompu quelques semaines avant le drame. Moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, celui qui n'a de grâce à ses yeux, ça n'est que Julien, et il fallait que Julien soit devienne le fils de Gérard, et qu'il soit déjà intégré dans la société. Il n'y a que lui qui habite à la maison, et je pense que le fait qu'il y ait eu ce projet d'adoption, elle a clairement laissé entendre, en tout cas moi c'est ce que l'on comprend, que c'était pour qu'il puisse être héritier de Gérard au même titre que les Benoît. La famille Ponthieu est persuadée que pour parvenir à ses fins, Jacqueline Carrère a volontairement brouillé Benoît et son père. C'est au jour où Madame Carrère est arrivée dans la vie de mon client, et au jour où elle s'est installée avec son fils dans le 2 pièces qu'il partageait avec son père, que peu à peu, un processus de mise à l'écart s'est fait jusqu'à la séparation complète, puisque Madame Carrère a fini par obtenir que Benoît Ponthieu ne voit plus son père. Le passé. Mais qui ne fait pas de moi une criminelle. Les avocats de la défense ont bataillé ferme pour tenter de limiter les dégâts dans l'esprit des jurés. La partie civile, au contraire, s'est efforcée de noircir le tableau, faisant apparaître un comportement atypique et passablement dérangeant. L'impression générale, je crois que c'est pas que pour moi, c'est pour tous les gens qui ont assisté à cette audience, c'est déjà un certain nombre de traits de sa personnalité qui sont apparus, une faculté extraordinaire de cacher des choses, un appétit considérable pour tout ce qui pouvait concerner l'argent et une certaine façon de manipuler les gens pour les faire arriver aux souhaits qui étaient les siens. Voilà à peu près les éléments que j'en retirerai, et une immense, inimaginable absence de sens de la maternité et de la famille. Mauvaise mère, mauvaise épouse, attirée par l'argent, le portrait de l'accusé est assez peu flatteur. Mais il ne permet en aucune manière d'en déduire la certitude d'une culpabilité. Cette fois, le procès ira à son terme. 50 témoins et 21 experts ont été entendus. Il ne reste plus que les plaidoiries et le réquisitoire avant que la cour et les jurys ne se retirent pour décider de l'avenir judiciaire de Jacqueline Carrère. Le verdict doit être rendu en fin d'après-midi. Pour maître Ceccarelli, la cour doit retenir la culpabilité de l'accusé, cette femme chez qui le mensonge est une deuxième nature.
Maître Varin ajoute à l'intention des jurés, acquitter un coupable est aussi une erreur judiciaire. La cour. Ah, maintenant, oui, c'est le sens de la démarche. Ah mais moi, c'est ce qu'on a un peu discuté avec l'avocat général parce qu'on le sentait un peu vacillant. Moi, je lui ai dit, de toute façon, je défends la culpabilité parce que j'y crois et parce que c'est l'opinion de mes clients et que je suis leur porte-parole. Pas question de défendre autre chose. Forcer la main, d'avoir l'air con si je ne suis pas. C'est pour ça qu'on a attaqué fort. Ah non, puis il faut voir les pointures qu'on a en face. Hein. Il faut qu'on soit là. Les jurés, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est vrai que c'est pas évident, mais voilà. Si moi j'avais... Encore, moi je suis rompu aux choses judiciaires, mais si vous aviez à juger une affaire identique, vous prendriez peut-être en compte tous les éléments et vous diriez, ouais, mais si je suis pas complètement convaincu, je suis obligé de... Je pense qu'on ne peut pas en vouloir au jury. Non, allez, attendez, non. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il le fasse en s'étant posé toutes les questions et honnêtement et sans parti pris. Voilà. Après, si leur opinion n'est pas faite, eh bien, elle n'est pas faite. Et puis, c'est qu'il manque des choses dans le dossier et c'est ni de votre faute ni de la nôtre. C'est comme ça. C'est dommage parce que... Au nom de la société, l'avocat général Rivaux explique que cette femme, cupide, menteuse, malhonnête et manipulatrice, ne peut pas être innocente. Mais il ajoute qu'il est bien en peine de démontrer sa culpabilité. Il y a encore des doutes, conclut-il, sans rien réclamer, ni peine, ni acquittement, renvoyant les jurés à leur intime conviction. Lorsqu'on a la conviction que la personne qui est en face de soi est coupable, non seulement on le dit, mais on requiert condamnation. Là, on s'est abrité de manière très hypocrite derrière les grands principes, finalement en demandant au jury populaire de bien vouloir les violer dans le cadre du délibéré. En disant le droit m'interdit de demander une condamnation parce que j'ai pas de charge, parce que j'ai pas de preuve, parce que j'ai rien pour vous prouver qu'elle est coupable. Mais une femme comme elle, pardon du peu, hein, on peut pas l'acquitter. Hein, vous avez vu la vie qu'elle a menée. Hein, il a dit, hein, c'est une voleuse, hein, c'est une manipuleuse, hein, c'est une intrigante. Hein. Alors pour tout ça, faut la condamner. Très honnêtement, c'est au plan des principes un réquisitoire extrêmement décevant et je suis désolé de le dire, mais qui est à l'image de ce qu'on a vu pendant 5 jours au rang du parquet. Au nom de la défense, Maître Delarue et Berton plaident l'acharnement judiciaire, les erreurs des experts et l'absence de preuves. Il est 16h45. Le délibéré commence. Bien sûr que tu as bien fait. On a oublié des choses. Qu'est-ce qui subsiste dans la tête des jurés? Que cette femme n'a pas de sang sur les mains, qu'il n'y a pas d'armes, qu'on ne retrouve pas d'argent, qu'elle n'a aucune trace de sang sur elle, ni sur ses chaussures, ni sur sa chemise de nuit, dont ses enfants ont dit que c'était celle qu'elle avait quand elle s'est couchée. Et malgré l'ensemble de ces évidences, un juré peut dire qu'il pense néanmoins qu'elle est coupable. Le délibéré n'a duré qu'un peu plus d'une heure. L'audience reprend. Voici les réponses aux questions posées à les délibérants en commun. À la question à qui tranchant que Nogent-sur-Oise dans la nuit du 21 au 22 septembre 1997 il a été volontairement donné la mort à Gérard Pontu, et répondu à la majorité de 10 voix au moins. À la question 2, non spécifiée la question numéro 1 qui était commune avec préméditation, il était répondu non. À la question 3, l'accusée Jacqueline Carrère de Pontu était coupable d'avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du meurtre spécifié à la question 1 et qualifié à la question 2, il a été répondu non.
vu les réponses posées, la Cour est jugée unique, lecture faite. Donc déclare Jacqueline Carrère de Pontieux acquittée des faits qui lui étaient reprochés. L'audience est levée. Allez, c'est la fin du calvaire. Terminé. Allez. Allez. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alors. Tu crois 13 ans. Oui. La cour d'assises de la Somme, siégeant en appel, a acquitté Jacqueline Carrère. Le verdict est définitif. Pas de déclaration. Non. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez après ces 13 années de procédure? Vous avez jamais été entendu pour la première fois, on vous écoute? Ce que je ressens, c'est un soulagement, c'est une liberté, c'est ces 15 ans qui étaient au-dessus de ma tête, qui sont partis, c'est une nouvelle, je vais pas dire une nouvelle vie, parce qu'il manquera toujours quelque chose, mais